Bonsoir mesdames, une fois de plus, merci d'être au rendez-vous de 60 minutes face à face ce soir sur Canal Télévision. Depuis Kinshasa, à l'intention de tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde, ce soir nous avons le plaisir de recevoir deux avocats de renom. Nous avons à notre gauche Maître Tony Muzola, cadre et communicateur au sein de RCK, Réveil de la conscience de Kama. Il est également, comme je dis, cadre au sein de cette organisation politique. À notre droite, nous avons Maître Jonathan Mbele, cadre de l'AMOCA, puis président national de PAC, pour dire pour l'amour du Congo. Il vit dans la résistance. Ce sont ces deux acteurs qui vont devoir s'affronter autour de notre thématique. C'est un régime de la manière suivante. On a parlé d'une bruit qui existe entre Gentilin Ngobila et Gérard Mulumba ainsi que Godempoy. Un de nos téléspectateurs m'a fait acheminer sa réflexion pour dire la chasse à la sorcière à l'hôtel des villes, des autorités se poignardent, s'entrécusent et offrent un spectacle désolant aux Congolais et aux Quinois. Il dit qui soutire l'autre et qui gêne l'autre et qui prend l'ascenseur sur qui? Telle est la question qui taraude les esprits des compatriotes. Gentilin Ngobila, Gérard Mulumba, Godempoy, un trio qui suffoque et étouffe le préau du régime. Un éclair pourrait subir son frein en vue d'envelopper les tabous de l'offense. La blague contagieuse s'épanouit et virtualise le pseudo-politique qui emboîte le pas à la baliverne et qui tord l'essence. Comme je l'ai dit, c'est une réflexion et un avertissement d'un citoyen congolais qui nous a fait acheminer finalement son papier. Nous allons parler également de la CENI qui a clôturé la réception des candidatures. Il faut dire des députés nationaux, plus de 20 000 candidats ont été enregistrés. On va finir avec la francophonie à 2 jours de l'ouverture de cette organisation. Quel visage procure la ville de Kinshasa? Ce sont là les quelques points qui vont constituer la charpente de notre réflexion de ce soir avec nos deux invités. Je dis bonsoir à Maître Tony Muzola. Comme je dis, vous êtes de RCK, Réveil de la conscience de Kama. Votre président national, c'est bien le révérend Samuel Massambokidi, qui se fait ou qui est pris pour un roi divin, n'est-ce pas? On voulait s'attarder peut-être pendant 3 minutes par rapport à cela pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on attend par roi divin que incarne Samuel Massambokidi? Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir à mon co-débatteur qui est en face de moi. J'ai dit aussi bonsoir à tout le monde là, qui sont au niveau de la régie. Et d'entrée de jeu, j'allais à vous dire que non, chez nous, il n'y a pas du président national. Il n'y a pas un président national, mais nous avons plutôt un guide suprême. C'est pour nous la première fois de voir un parti politique qui n'a pas de président national. Mais nous avons un guide suprême, vous avez cité son nom, c'est M. Samuel Nitoufi Massambokidi. C'est lui qui est le guide suprême, c'est lui qui incarne l'idéologie de notre parti politique RCK. Qu'est-ce que vous entendez par guide suprême? Bon, guide suprême, pourquoi? Vous savez, pour faire la politique, pour diriger les esprits, pour diriger plutôt les gens, ce n'est pas seulement diriger les gens en termes d'un être humain, mais vous dirigez en plus de cela, vous dirigez aussi les esprits. Donc vous guidez les esprits. Alors chez nous, on ne dit pas il y a un président national, non. Chez nous, Papa Massambokidi, notre révérentiel, notre guide suprême, il est nommé à ce titre-là comme guide suprême parce qu'il dirige en même temps les hommes, il dirige aussi les esprits. Quelle est finalement votre idéologie par rapport à votre assise politique? Bon, le RCK, c'est un parti politique qui prône la liberté de l'esprit. Vous savez, nous avons entendu beaucoup de partis politiques depuis que nous sommes nés et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais le RCK prône la liberté d'esprit. C'est-à-dire que vous pensez être libre par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez développer votre pays tout en étant libre d'esprit, tout en étant sain d'esprit. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où nous avons été colonisés. Et les colons qui nous ont colonisés, ils ont amené un système. Et ce système-là, chaque peuple a mis ça dans les fondements de sa tête, depuis le bas âge. On vous dit non, pour mieux penser, il faut aller étudier en Europe,
bien pour être bien, il faut aller suivre des formations au niveau de l'Europe. Mais les RCK, pour même développer votre propre pays, il faut voir les Européens, il faut voir les Américains, il faut voir la communauté internationale. Oui. Alors que chez nous, les RCK, nous pensons autrement. Très bien. On va s'intensifier là-dessus, peut-être au cours de ce magazine. Alors, je tourne vers vous, Jonathan Bellé, qui n'est plus à présenter parce que vous êtes dans différents plateaux de télévision. Vous défendez également votre opinion. Vous êtes président national de PAC. Vous avez dit pour l'amour du Congo et vous êtes dans la résistance. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre finalement par rapport à vos activités? Vous parlez de la résistance. Qu'est-ce que cela veut dire en clair? Parce que ici on parle de l'opposition. Bien évidemment, merci de l'invitation d'abord. Et c'est pour nous un privilège, pour ne pas dire une marque de considération, d'être compté aujourd'hui parmi les heureux choisis pour venir, bien évidemment, pendant 60 minutes, échanger avec mon co-débatteur que je salue également sur différentes thématiques d'actualité qui, du reste, permettra à notre opinion de se forger une idée sur l'élan du développement de notre pays depuis que M. Antoine est là. Mais bien évidemment, il faut revenir un peu en arrière. Lorsque nous sommes allés à Sand City et que nous avons ensemble décidé d'avoir notre constitution qu'on appelle la constitution référendaire, nous voulions, avec cette constitution, voir la démocratie régner. Et par là, naît plusieurs instruments juridiques, notamment les lois, les ordonnances lois et même les arrêtés dits qui sortent tout en respectant notre constitution. La loi sur le parti politique voudra qu'il y ait une certaine liberté dans la gestion ou l'administration de partis politiques, la loi de 2015, mais entendre son éminence, je me permets de les saluer également, Samuel Massambukidi, qui est dans son parti, c'est plutôt le vocable guide qui est utilisé, non président national. Et je pense que là, on avoisine un peu une petite dictature modérée. Et ça me rappelle un peu le feuilleton de l'Iran avec les guides suprêmes ayatollahs, qui bien évidemment ayant pris le poids de l'âge ne veut pas quitter, et même s'il doit partir, nous savons déjà la suite. Et ce sont de pratiques peu cordiales pour notre démocratie et surtout pour les jeunes partis politiques que nous voulons aujourd'hui être le modèle dans l'élan de fonctionnement des partis politiques, un peu comme les partis communistes chinois, les partis républicains aux États-Unis et même ceux de la droite en France. Donc je pense que les juristes qui travaillent aux côtés de son éminence doivent vraisemblablement lui rappeler cela pour que les opinions des gens puissent être considérées et bien évidemment que nous qui sommes de l'extérieur ne puissions pas nous forger une idée pour croire qu'il voudrait gérer un peu comme un dictateur. C'est un homme dédié, c'est un homme dédié modéré. La résistance, oui, elle est déjà légale, il faut déjà le préciser, de par la volonté de notre constitution, toujours à l'article 64, on nous demande de résister. De résister face à quoi? Face à un pouvoir qui est exercé contre les prérogatives ou contre les volontés populaires d'une population. Donc si aujourd'hui nous devons nous résister, ça veut dire que nous vivons dans la résistance. Voilà pourquoi nous avons accepté aux côtés du président élu de cette nation, Martin Fayulu Madidi, d'être dans la résistance contre un pouvoir qui bien évidemment n'exerce pas ses prérogatives pour le bonheur du peuple. À quel niveau finalement la résistance s'écarte de l'opposition? Parce qu'on a presque l'impression que vous avez tous les mêmes actions que vous menez sur terrain. La loi de 2015 portant statut de l'opposition, son article 5, si ma mémoire ne me trahit pas, est clair quant à c'est pour dire qui est opposant et qui ne l'est pas. Un opposant, c'est celui qui reconnaît avoir perdu les élections et bien évidemment travaille pour que ces idées puissent être adoptées et bien évidemment utilisées par ceux qui ont gagné les élections. Mais déjà, nous ne reconnaissons pas avoir perdu les élections. Simplement, nous n'avons pas été proclamés comme M. Tshisekedi en a été bénéficié. Le fait déjà, pour nous de ne pas reconnaître que nous avons perdu les élections, nous écarte du statut de l'opposition. Et M. Chadar, qui a reconnu à la fin qu'il a perdu les élections, lui, on peut les catégoriser dans le lot de ceux qui font opposition à M. Tshisekedi. Mais nous résistons parce que nous pensons que le pouvoir de M. Tshisekedi, c'est un pouvoir imposé, c'est un pouvoir installé, c'est un pouvoir dicté. Voilà pourquoi nous préférons respecter l'article 64 à ses alinéas premiers pour, bien évidemment, mieux mener notre combat tout en résistant à ce pouvoir. Très bien. Alors, on va commencer par le tout dernier point. On parle francophonie, parce que nous sommes presque à 2 jours de l'ouverture de cette activité. Il faut dire quand même que Kinshasa est en ébullition. Nous avons reçu plusieurs athlètes venant de plusieurs pays.
africains comme, je sais pas moi, européens, occidentaux. Alors, la question était comment, finalement, se présente la ville de Kinshasa, selon vous? Évidemment, comment se présente la ville de Kinshasa qui accueille tous ces athlètes, tous ces étrangers qui viennent pour participer à ce jeu? Comment trouvez-vous, finalement, la ville de Kinshasa? Est-ce qu'elle est capable, aujourd'hui, de dire qu'elle a revêtu de sa plus belle robe pour cette activité? Merci beaucoup pour la question. Nous pouvons déjà féliciter les chefs de l'État et les organisateurs de cette plus grand jeu de manifestations, ici le jeu de la francophonie. Parce que si j'ai une bonne mémoire, cette équipe qui est mise en place pour organiser plutôt ces jeux qui ont un caractère international, c'est une équipe qui a été mise il y a de cela 5 mois. Il y a eu des problèmes, des financements, mais le gouvernement fait quand même un effort de mettre les moyens, les paquets pour que ces jeux-là aient lieu ici en RDC, précisément ici à Kinshasa. Donc pour nous, nous sommes en train de regarder, nous sommes en train de constater que la ville est vraiment froide, la population attend à bras le corps suivre ces jeux de francophonie. Nous pensons que Kinshasa est prêt et Kinshasa est capable de recevoir ces jeux de la francophonie. Tous les invités de chaque pays qui étaient venus ici au Congo, ils sont les bienvenus, ils sont bien reçus. Je crois que nous attendons cet grand événement-là qui va passer dans notre pays. Voilà. Très bien. Alors, directement, je demande à Jonathan, parce que c'est peut-être la même question, comment finalement trouvez-vous la figuration de Kinshasa à quelques heures de la francophonie? Est-ce que nous sommes réellement habilités à recevoir ces jeux en regard de ce que nous représentons comme ville aujourd'hui? Déjà, en venant vers votre émission, j'observe que sur les allées et la déventure du complexe omnisportif du Stade des Martyrs, il y a encore des herbes pour lesquelles les gens sont mobilisés pour couper. Je note également que la façade du Stade des Martyrs n'est pas beau à voir. Je note également que les immondices continuent à affluer les grandes artères de la République. Donc je note qu'il y a la crasse. Je note qu'il y a l'impréparation, je note qu'il y a le coût des amateurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mon estimé Maître Tony vous a dit ici qu'il faudrait encourager ces gens parce qu'ils ont été mis en place depuis 5 mois. Non, c'est peut-être lui qui n'a pas l'information. C'est pour la 3e fois qu'on nomme à la tête de jeu de la francophonie. Le premier, celui-là a détourné, il est parti. Il semblait que c'était un DJ. Les seconds est venu également avec le coût de la matière. Ça fait 2 ans déjà, on doit tenir ce jeu-ci. Il n'a pas su faire quelque chose. Mais pendant ces temps-là, il y avait des constructions, il y avait des bâtiments qui étaient en train d'être posés, notamment ces histoires qui ont été mises. Notamment ces histoires en carton qu'on a installées vers les Tata Raphaël. Donc déjà, et lorsque l'on revient sur... Vous parlez des histoires en carton, faites allusion à quoi? Ces bâtiments faits en blanc qu'on a posés là. Ce sont des préfabriqués, ça n'a pas été construit en dur, je veux dire. C'est pas un matériau durable. Ah bon? Je suis politique, je sais de quoi je parle. Donc déjà, il faut noter, par le simple fait que nous avons reçu un visiteur ici qui vous a dit devant une radio de la presse et pas n'importe quelle radio au Capi, qui n'avait pas d'eau dans ces installations, c'est déjà un problème. Parce que lorsque on répare les édifices tels que les hômes de l'université de Kinshasa, il faut déjà noter que c'est pour une première fois que l'on puisse désaffecter le home destinés aux étudiants pour centre d'hébergement des athlètes. C'est vraiment du propre au Congo. Donc déjà le fait que l'on ait désaffecté ces biens-là et que l'on n'ait pas prévu les voies ou encore l'on n'ait pas installé de robinet pour mettre de l'eau, permettre à ces athlètes-là de vivre dans des conditions aisées, c'est déjà un problème. Et ça, c'est le coût de l'amateurisme. En plus, lorsque l'on parle de jeux, les jeux impliquent non seulement le repos, il implique l'endurance physique et les meilleures conditions de repos. Parce qu'un athlète qui ne dort pas bien est moins performant. Bien sûr. Un athlète qui ne se réchauffe pas est moins performant. Et lorsque l'on va à l'université de Kinshasa, c'est d'ailleurs une réaction, un commentaire fait par un des membres de la délégation. Nous sommes là pour dormir, mais nous ne sommes pas là pour nous réchauffer. Parce qu'il n'y a pas de gymnase. C'est encore notre problème. Donc pour avoir des gymnases, il doit quitter l'Ivoulou vers les stades Tata Raphaël. C'est encore notre problème. Alors qu'en France, en face de nous, le Congo-Brazzaville, lorsqu'ils organisaient les Jeux africains, oui, il y avait tout un site qu'on appelait Kintélé.
aménagé, adapté pour les besoins de la cause. Et là, on pouvait trouver les hébergements, les infrastructures sportives et même les restaurants ou les lieux pour se restaurer. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, on note qu'il y a vraiment le coût de la matérise. Il faut y faire 10 km pour rejoindre le lieu de l'activité, alors que pendant 10 km, quelqu'un peut somnoler et la fatigue peut s'imposer. Pendant 10 km, quelqu'un peut subir le coût des bouchons, le coût des trous. Donc bref, tu parles d'une mauvaise organisation, je veux dire. Une très mauvaise organisation qui frise l'incompétence, qui frise la matérise. Alors qu'est-ce qui est bon dans cette organisation, peut-être par rapport à ça? Parce que tu as un œil regardant en tant que résistant, bien sûr. Hein? Bon, ce qui est bon, c'est que finalement, on échappe à l'annulation. C'est ce qui est bon. On échappe à l'annulation parce que l'ultimatum que nous avions, c'est que si nous arrivons au mois de juin sans rassurer à 90% de la tenue, ce serait une annulation pure et simple qui devait nous être infligée. Et au vu des dépenses affectées par les États, on a évité les ridicules. Ça, il faut le dire comme ça. Mais du point de vue réalisation sur le terrain, nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'à 3 jours de jeu de la francophonie, personne ne peut nous dire qu'aujourd'hui, les stades Tata Raphaël, les stades des Martyrs est à 100% prêt pour recevoir les athlètes. Merci Jonathan. Tony, finalement, on a vu quelques artères réhabilitées tout autour, n'est-ce pas, je veux dire, de parage du stade de Martyrs comme du stade Tata Raphaël. Mais il faut dire, dans les périphéries, il y a une crasse terrible. La ville de Kinshasa n'a pas été nettoyée à fond pour recevoir comme ces invités. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un raté déjà pour ces Jeux? Merci beaucoup, mais je dois souligner que dans toute œuvre humaine, il n'y a jamais manqué des imperfections. Alors, il faut donner la chance à ces gens-là. Ils sont en train de travailler jour et nuit. Nous pensons qu'à ces stades, je crois que mon co-débatteur l'a dit, il faut quand même féliciter cette équipe-là. Quelques jours de la francophonie, notre pays a été accepté. Dire qu'il y a des maisons préfabriquées, bon, je n'ai pas la preuve, je ne confirme pas ce qu'il est en train de dire, mais monsieur le journaliste, c'est les gens qui sont là pour travailler, afin que ces gens-là sont des gens bien formés, sont des gens suffisamment garantis. Donc, au jour d'aujourd'hui, dire que, parce qu'il y a un athlète qui avait dit qu'il n'y a pas d'eau, mon cher journaliste, à Kinshasa, nous avons toujours le problème d'eau partout, la régie des eaux. Mais ce problème a été résolu rapidement. C'est quand même ridicule, quand même. Non, c'est pas ridicule. Les gens se plaignent de pénurie d'eau. La pénurie d'eau. Dans un site bien aménagé, quand même. La situation a été directement rétablie. Parce que c'est également l'image de la RDC que nous voulons vendre au travers de ces Jeux. Est-ce que vous ne comprenez pas que le plainte de nos amis athlètes qui arrivent sont retentis également au travers du monde? Certes, je vous dis, nous sommes au Congo, précisément à Kinshasa. Il peut y avoir un problème de pénurie d'eau, mais ce problème a été résolu rapidement par la régie des eaux. Mais pourquoi? Je vous dis déjà, quand je parle là, c'est une œuvre humaine. Ça ne manque pas d'imperfection. Peut-être qu'il y a un problème de canalisation d'eau. Est-ce qu'il fallait vraiment organiser ces Jeux, soit quelques mois de sélection, ces Jeux qui coûtent cher, il faut quand même le dire. On a déboursé plus de millions de dollars pour cela. Est-ce que vous pensez que ça valait vraiment la peine d'organiser ça en cette année, en 2023? Ça valait la peine parce que les pays a été déjà choisis par les institutions de la francophonie. Moi, je pense que la RDC est vraiment assidue pour organiser ces Jeux-là. Pourquoi pas souhaiter donner la chance à la République? C'est la République que nous défendons. Quel est l'impact de ces Jeux, finalement, pour la jeunesse aujourd'hui? Vous, la RDC, de manière générale. Aujourd'hui, organiser ces Jeux-là, je crois que c'est une fierté. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller au stade des Martyrs. Vous allez trouver un gymnase qui est dans des moderne, vous allez trouver vous allez trouver le stade des Martyrs garni. Lorsqu'il dit que le stade des Martyrs a jusque-là des pelouses qui ne sont pas encore rasées, mais non. Et lui-même, lorsqu'il dit qu'il y a des gens qui sont en train de le faire, donc, ils sont en train d'arranger les choses. Une dernière question par rapport à cela, parce qu'il y a un Congolais qui m'avait posé la question, pourquoi attendre la francophonie pour finalement habiller le stade de Martyrs et le stade Tata Raphaël? C'est qu'il y a l'argent. Et qu'il y a un manque de bonne volonté quand même de la part des autorités. C'est des choses qu'il faut arranger bien avant pour commandement faire. Et non pour recevoir les athlètes de venir. La bonne volonté est là. Parce que si vous suivez bien le chef de l'État qui a nommé un autre ministre des Sports, je crois que c'était dans l'objectif de réhabiliter les institutions sportives de notre pays. Et c'est le travail qui est en train d'être fait. Et à la fin du mandat, ça frise quand même... un mandat de la population. Si vous êtes en train de
de réhabiliter les institutions. C'est pour la population, c'est pour la RDC. Merci. Jonathan, il y a une bruit quand même par rapport à la représentation de l'OIF, parce que bon, il faut dire quand même que Madame Louise Mouchikouabo, qui devrait venir également pour l'inauguration, a récusé finalement sa présence ici à Kinshasa. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà un faux pas de la part de l'organisation? Déjà, il faudrait revenir sur un fait. Il est vrai que toute œuvre humaine est trifée de beaucoup d'imperfections parce que le parfait, c'est le suprême. Je ne parle pas du suprême des Bobila, je parle du suprême pour les croyants. Donc la réalité, c'est que on ne peut pas parler d'imperfection alors que vous avez eu 5 ans pour organiser, pour vous préparer. Les Jeux devaient se tenir en 2019. On a décidé de ramener en 2020. En 2020, c'était la Covid. En 2022, nous sommes en 2023, donc à peu près 4 ans pour organiser les Jeux. Donc en réalité, ils devaient être prêts pour tout et en tout, parce qu'ils ont eu 4 bonnes années. Les Jeux africains en face au Congo-Brazzaville, ils ont eu 2 ans seulement pour l'organiser. Et ça s'est tenu dans de meilleures des conditions. Donc déjà, il faut dire que l'imperfection ici ne doit pas être prise pour excuse. Parce que vous avez pris 4 bonnes années, et dans ces 4 bonnes années, vous n'avez rien fait si ce n'est que de tourner dans ces mêmes jeux, et placer des incompétents dans ces mêmes jeux, pour qu'au finish, nous ayons des actes d'incorporation tels que manifestés aujourd'hui. C'est grave que vous narrez sur ces plateaux de télé qu'il est acceptable, parce que nous avons l'habitude d'avoir des problèmes d'eau, qu'un expatrié vienne vivre ça avec nous ici. Pourtant, les développements de la vie sociétale nous imposent même la technique des citernes, avec les hydroforts, les motopompes. Pourquoi n'avoir pas pris les prérogations ou les prérogatives de manière anticipée, de mettre en place une motopompe pour permettre que lorsque la régie d'eau sera défaillante, que de l'eau stockée puisse servir. Donc, de manière délibérée, vous avez accepté de vendre en mal l'image de mon pays parce que nous sommes habitués à voir ces jeux-là, et ces situations de coupure d'eau. À votre question, j'aimerais que les Congolais réfléchissent à haute voix avec moi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces gens sont sérieux dans leur organisation? Vous organisez les Jeux de la francophonie, pas seul. Vous l'organisez avec l'Organisation internationale de la francophonie. Mais vous vous permettez d'envoyer l'invitation à la secrétaire générale de cette institution le mois même où les Jeux se tiennent. Oublions que c'est un fonctionnaire international, elle a des calendriers, elle a des charges. C'est le coût des amateurs, les coûts des incompétents. Parce que incompétent, c'est anticiper pour honorer et respecter quelqu'un. Pire encore, aujourd'hui, nous allons accepter d'inviter Madame Mouchikouabo, qui est considérée comme un des bénéficiaires de la situation de la sécurité de mon pays aujourd'hui. Pourtant, on a refusé à l'unanimité que son institution envoie ses fonctionnaires auditer notre fichier. Ce serait contradictoire. Heureusement qu'elle a boycotté et nous pensons que c'est la meilleure des décisions qu'elle pouvait prendre. Mais je me pose une question sur les commentaires que le monde fera. Parce que nous avons organisé les Jeux ensemble avec l'institution, l'organisme international, mais qui finalement ne sera ni là pour c'est pas représenté quand même. Ni là. L'OIF n'est pas représenté à la haute hauteur. C'est quand même pas beau. Oui, c'est la première fois. Oui, parce que de tous ces 8 Jeux organisés. Oui. Cela peut-être rejoint la thèse de la guerre qui existe entre le Rwanda et la RDC. Peut-être dans l'animosité qui s'installe entre les deux peuples déjà, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Nous pouvons dire que dans l'animosité, vous avez accepté qu'ils puissent co-organiser, mettre de leur argent, mais que vous puissiez les inviter le mois même. Dans l'animosité toujours. Très bien. C'est simplement le coup des amateurs. Ça n'arrange pas les gens finalement. Je pense qu'on finira par nous plaindre, mais en réalité, on n'aura pas raison de se plaindre. Je voulais dire quelque chose de très important, c'est-à-dire la conséquence de ce raté, c'est-à-dire par rapport à la représentation de l'OIF. Nous vendrons mal le pays également parce que nous aurons organisé les Jeux, mais aucun des fonctionnaires de cette organisation qui a co-organisé avec nous ne sera présent. Très bien. C'est mal de vendre le pays comme ça. Très bien, Tony, c'est-à-dire l'absence de la secrétaire générale de cette organisation, finalement, nous rend, je ne veux pas dire moins sérieux, mais c'est peut-être un terme qu'il faut utiliser pour la RDC. Non, dire que madame, bon, en fait, c'est de son droit de ne pas venir dans notre pays. C'est de son droit. Mais ces pays qui organisent les Jeux de la francophonie, est-ce qu'il pour la lancer une invitation, il faut la lancer à temps ou en retard? Je dis non. Parce qu'il sait que
il y aura jeu de la francophonie à Kinshasa. Je rappelle que vous soutenez le chef de l'État dans ses activités, hein. Votre parti. Oui, je rappelle ça, parce que faudra que les téléspectateurs comprennent votre position. Moi aussi, je dois rappeler aux téléspectateurs, nous soutenons les bonnes actions du chef de l'État. Mais nous ne sommes pas des lignons sacrés. Nous n'avons jamais adhérer à l'union. La francophonie. Non, nous revenons sur la francophonie. Bien sûr. On doit clôturer finalement cette thématique. Madame Louise Mouchikwabou, c'est de son droit. S'il estime que l'invitation était arrivée en retard, mais je dis faux. Pourquoi? Parce que Madame Mouchikwabou, qui est secrétaire générale de la francophonie, il était au courant, elle est au courant, elle sait que les jeux là doivent se tenir à... Il faut lui envoyer de manière formelle une invitation pour qu'il vienne quand même. Même pas dans d'autres pays, lorsque ces jeux là ont été organisés, elle a été toujours là. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? C'est là, frise de l'animosité qu'elle a vis-à-vis de la RDC. Vous savez que son pays est en train d'agresser notre pays. Son pays qui est le Rwanda est en train d'agresser notre pays. Si elle vient ou elle ne vient pas, que cela a une incidence sur les jeunes de la francophonie, nous disons non. Non, le pays sera bien vendu, l'image du pays. Vous lancez une invitation à quelqu'un qui refuse de venir, c'est qu'il ne vous a pas pris en compte, en considération, je veux dire. Mais non, nous sommes... la RDC, c'est un pays qui réchauffe tout le monde. Si madame estime qu'elle ne peut pas venir dans notre pays, quand bien même que son pays est en train d'agresser les nôtres, mais c'est de son droit. Très bien. Alors, très bien. Je crois qu'on doit clore ce débat. On va à l'hôtel des villes, hein, Jonathan Brélé, parce que bon, il y a eu bruit entre Gwenaël Poli et le gouverneur Jean-Timmy Ngobila. L'un accuse l'autre. Finalement, c'est une sorte de guéguerre qui s'installe et qui, à la limite, effraie la population quinoise qui assiste, je veux dire, sont désemparés à des tels spectacles qui devaient être reprimés, je veux dire, même par le chef de l'État. Comment comprenez-vous, on part par là, comment comprenez-vous le silence du chef de l'État par rapport à cette infamie qui s'installe à la ville de Kinshasa? Bien, merci pour la question, mais avant j'aimerais dire un mot pour clôturer la première thématique. Lorsqu'un fonctionnaire international se déplace, il y a plusieurs implications en jeu. La première, c'est celle de la disponibilité des avions ou des réservations d'avions, la mobilisation du personnel parce qu'elle ne se déplace jamais seule, et ensuite la question de dispositions sécuritaires prises par eux et même avec l'État qui doit l'accueillir. Déjà, lorsque l'on décide d'inviter une personne à 4 jours, à 5 jours, à une semaine de jeu, ça veut dire qu'on les place dans l'impossibilité d'organiser son déplacement. Déjà. Parce qu'aujourd'hui, les vols ne sont pas de manière à flûter qu'on a l'habitude de le vivre. Là, c'est un premier élément. Le second, c'est que aujourd'hui, nous sommes d'accord. Moi, personnellement, je l'ai dit, et ça a été mon souhait, que la dame ne vienne pas. Mais il ne faudrait pas qu'elle ne vienne pas parce que nous avons laissé des issues pour lui donner raison finalement après. Parce que, je l'ai dit ici, la RDC n'a pas financé à 100% ces jeux. Ça a été cofinancé. Il y a eu des partenaires quand même internationaux qui ont contribué. A contribué la bourse. On l'appelle jeu de la francophonie. Bien sûr. C'est inadmissible que vous percevez l'argent de jeu. C'est inadmissible que vous co-organisez avec eux mais qu'ils ne puissent pas être là. Ça s'explique. Mais ça va représenter quand même par une administratrice, il faut dire. Bon, il faut dire, il faut quand même le rappeler. Moi, je pose une question. Si le secrétaire général n'est pas là, les secrétaires permanents non plus, parce que le statut de cette organisation l'implique comme première personnalité. Si elle ne vient pas, mais plutôt l'administratif vient, on considérera que cet administratif-là représente effectivement la secrétaire générale. Je ne pense pas, parce que du point de vue protocolaire, le monsieur est loin d'être à la hauteur de Madame la secrétaire générale. En plus, l'organisation de la francophonie a également un but culturel. Lorsqu'on passe en examinant cet objectif culturel, la place Victoire, et là où on a plaqué les noms de nos célèbres artistes, elle se trouve dans quel état aujourd'hui? Parce que tous ces touristes devront visiter également. Ils vont le trouver dans quel état? Très bien, parlons de Ngobila, parlons du chef de l'État, parce qu'on a posé cette question. On assiste passivement au silence du chef de l'État, alors qu'il y a un gouverneur qui, je ne sais pas qui sème des troubles, mais qui se comporte d'une certaine manière, je veux le dire. En 2020 ou 2021, il y a eu la conférence de gouverneurs ici.
Le citoyen Antoine nous a dit qu'il devait évaluer le gouverneur par trimestre. C'est Antoine, c'est qui? Mais c'est lui qui devait se présenter comme candidat président de la République. Le chef de l'État? Ouais. Vous l'appelez citoyen Antoine, je veux dire. C'est le chef de l'État. Il nous a dit. Je vous en prie, merci. C'est un compatriote congolais. Moi, on m'appelle citoyen Jonathan et je l'appelle citoyen Antoine. Donc, il nous a dit qu'il devait évaluer chaque trimestre le gouverneur. J'aimerais que le citoyen Kabouya ou encore tous ces communicateurs nous donnent l'élan ou les niveaux d'évaluation des gouverneurs depuis qu'il a prononcé ces discours-là. S'ils ne sont pas en mesure de nous les prononcer ou de nous donner l'évolution, nous allons simplement conclure qu'en réalité, le citoyen Antoine dit des choses qu'il ne suit pas. Il dit des choses qu'il ne sait faire. Et là, c'est mal pour une gouvernance. Aujourd'hui, on parle de gouverneurs qui, du reste, après leur élection, sont nommés par ordonnance venant de lui. Mais lorsque les crises deviennent récurrentes, les crises deviennent permanentes, il faille que l'autorité agisse. Et que lorsque l'autorité agit, nous devons sentir par les effets, par la production de résultats de ces agirs. Mais nous constatons simplement qu'il agit, il observe de manière passive, un peu comme nous qui ne sommes pas dépositaires de pouvoir, de ces crises. Pourtant, ces crises n'avancent pas nos provinces, ces crises n'avancent pas la nation. Aujourd'hui, si les députés provinciaux doivent être en froid avec l'hôtel de ville, nous nous posons la question, qui va porter la voix de notre insécurité et qui va donner la solution de notre insécurité? Parce qu'ils seront marqués ou ils vont s'accrocher à la résolution de ces problèmes. Alors que ce problème ne sont en réalité que le corollaire d'un choix posé par des formations politiques. Parce que les tickets Ngobila, c'est un ticket choisi par l'Union sacrée. Et j'aimerais encore le redire. Ça a toujours été mon étonnement. La loi électorale que nous avons utilisée en 2018 et même la constitution et même la loi que nous avons utilisée en 2023 voudra à ce que le gouverneur puisse être élu sur un ticket. Mais au pays, nous avons assisté à l'élection d'un vice-gouverneur. C'est quand même drôle de le vivre. Et pire encore, il y a des provinces où déjà, lorsqu'on sanctionne quelqu'un par ce qui lui donne mandat, le monsieur ou la dame peut crier que je vais revenir et on le voit revenir. Très bien. Alors, ce n'est pas un peu avec monsieur Godefroy. Ses compagnons. Avant de creuser entre Godempoy et Johnson Ngobila, j'aimerais quand même que vous appréciez l'attitude du chef de l'État par rapport à cette crise, comme il a dit, qui est récurrente, finalement, qui endeuille même toute la population, on ne comprend pas. Qu'est-ce que cela justifie finalement? Merci beaucoup. Le chef de l'État, magistrat suprême de notre pays, je crois que les entités, les ETD, c'est-à-dire les provinces, sont libres, sont indépendantes. Je sais que mon débatteur ou la population va me dire que non, mais c'est lui qui est l'autorité de tous ces chefs de l'État, oui. Le chef de l'État est un peu large. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que le gouverneur Ngobila a été élu par l'Assemblée provinciale. Pardon, Godempoy. Mais il est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Lorsque Godempoy a été... On parle de Ngobila, parce que bon, parce que par rapport au chef de l'État, on parle de Ngobila, parce que le chef de l'État a une disposition qui lui permet même de démettre un gouverneur de la ville, comme il a fait également, je crois, avec un gouverneur. Alors pourquoi on ne le fait pas avec Ngobila? Parce que finalement, ça frise une sorte de complicité avec le chef de l'État. C'est le problème. Qu'est-ce que nous reprochons à Ngobila? Et qu'est-ce que Godé a reproché à Ngobila? Non, mais Godé a écrit... La gestion, n'est-ce pas? Non, l'opacité dans la gestion, n'est-ce pas? Mais alors, oui, mais il faut apporter des preuves par rapport à tout ça. Et vous pensez qu'il y a pas eu de preuves quand même par rapport à ça? Monsieur le journaliste, raison pour laquelle nous, les RCK, nous venons pour instituer une autre manière de gouverner. Parce que tous ces débats-là, au nom de Ngobila devait faire ça, au nom des chefs de l'État devait... Vous voyez, tout ça c'est copié. Ce sont des copies collées que nous avons copiées dans des pays étrangers, comme la France, la Belgique, l'Angleterre. Donc dans la famille anglo-saxonne, nous les RCK, nous voulons maintenant imposer une autre manière de gouverner. Ces questions-là d'opacité de la façon de gouverner, ça n'existera plus. Nous avons un système où nous, les RCK, Réveil de la conscience des Kama, nous voulons imposer ce système-là et qui va aller... Comment appréciez-vous dans votre parti la guerre entre Ngobila et Godempoy et Gérard Moulumba également? Ce n'est pas bon. Pourquoi? Ça n'aide pas la province ou les pays à avancer. Ici, au Congo, il y a plutôt le débat des gens.
Je vous ai dit, nous sommes là pour soutenir les bonnes actions du chef de l'État. Comme ce qui se passe à l'Assemblée provinciale. Nous, là, nous sommes contre ça. Ce n'est pas bon. Mais lorsque M. Godin Poy va à la cour d'appel pour faire un recours, mais c'est constitutionnel. Là, c'est constitutionnel. Si la manière dont il a été démis de ses fonctions, la procédure n'a pas été respectée, il estime qu'il faut aller en justice. Mais c'est de son droit. Mais nous, les RCK, nous estimons que ces guerres-là, ça ne profite pas à la ville. Très bien, je parle à un avocat, parce qu'on entend dire également que le gouverneur Ngobila, lui, également, a porté plainte contre Godin Poy, qui vient d'être réhabilité. Comment expliquez-nous un peu la procédure qu'il faille faire pour asseoir de nouveau Ngobila ou Godin Poy dans leur poste? Merci, mais la procédure est claire. Lorsque M. Ngobila, M. Godin Poy a été réhabilité par la Cour d'appel, l'arrêt doit être signifié à l'Assemblée provinciale. Mais l'Assemblée provinciale de Kinshasa a aussi le droit de saisir le Conseil d'État. Parce que la procédure ne finit pas toujours à ce niveau-là. Je n'ai pas encore lu l'arrêt en question, mais l'arrêt peut dire non, elle est réhabilitée sur minute. Oui, on signifie la Cour, c'est la Cour d'appel qui signifie l'arrêt à l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale ne peut pas faire rébellion à une décision de justice. Mais l'Assemblée provinciale a aussi les droits, où l'initiateur de ce motion-là, ils peuvent aller en appel au niveau du Conseil d'État, qui va examiner si la Cour d'appel avait raison de demander à M. Godin pour de répondre de ce poste, oui ou non. C'est ça, cela. Donc, laissons aussi la justice faire son travail. Je crois que l'Assemblée provinciale a intérêt de suivre la décision de la justice. Parce que si l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'oppose à l'exécution de cette décision, là, ça devient la rébellion. Très bien. Alors, Nathan, vous êtes également un avocat, je crois qu'on vous pose la même question. Comment comprendre la procédure? Est-ce Ngobila qui a raison ou alors c'est Godin Poy qui a raison? Déjà, il faut préciser que sur votre plateau, je ne suis pas là en qualité d'avocat, parce que les normes qui régentent ma corporation me les proscrivent. Mais je peux analyser comme scientifique et comme juriste, parce que bien évidemment, nous avons fait ces formations de droit là. Déjà, il faut préciser une chose. La décision de l'Assemblée provinciale de Kinshasa destituant M. Godefroy n'a pas été annulée. Mais plutôt, on a suspendu les effets de cette décision-là. Et c'est l'arrêt que j'ai lu, moi. C'est l'arrêt que j'ai lu au greffe, et qui suspend bien évidemment les effets de cette décision-là. Maintenant, un problème qui s'impose en droit. Est-ce que lorsque l'on suspend les effets d'une décision, automatiquement, la personne rentre dans son prestin état, ou il demeure dans ces coups-là? Pourquoi les dire? Parce que, bien évidemment, lorsque l'on destitue une personne et lorsque l'arrêt arrive pour suspendre, il y a une mesure qui agit en continuité. On appelle la gestion au fond. Donc, on doit attaquer maintenant le fond. Mais du point de vue doctrinal, et là, je salue la mémoire d'un des grands du droit administratif de mon pays, Louis Yuma Biaba, qui nous a enseigné que, bien évidemment, les actes d'assemblée échappent au contrôle de nos juridictions. Là, c'est en tout cas, je le prends sous le contrôle d'un maître, bien qu'il n'y ait plus de ces mondes. Mais aujourd'hui, s'il faut... Il signifie quoi en clair? Parce qu'il faudrait que ça comprenne ce que vous dites. Lorsque l'Assemblée décide de destituer M. Godefroy, la Cour d'appel ne pouvait pas recevoir sa requête. C'est plutôt les conseils d'État ou la Cour constitutionnelle lorsque une ou deux ou même trois de ces droits fondamentaux ont été violés. Voilà pourquoi on a un juge du contrôle de la constitutionnalité des actes et un juge qui juge des contentieux administratifs. Mais aujourd'hui, s'il faille que nous puissions assister de manière passive à l'acceptation de la suspension des effets de la décision qui destitue M. Godefroy, il faut poser une question aux compatriotes congolais et principalement à ceux de l'appareil judiciaire qui nous prennent ce genre de décision. Quel est le climat de travail qui régnera désormais à la paix? C'est déjà boycotté quand même par les députés, pour le dire. C'est déjà ça le problème. Parce que M. Godefroy a été destitué par 31 députés sur 47. Et maintenant, s'il faut considérer que 31 ont eu tort, donc il va gérer qu'une dizaine qui sont pour lui ou même qui s'étaient abstenus à l'époque. Donc vous comprenez qu'en réalité, cette crise de confiance risque de demeurer longtemps. Et lorsque la crise demeure longtemps, le peuple n'est pas bénéficiaire. Parce que la Chambre qui est censée contrôler l'agir et les décisions de l'exécutif sera paralysée. Pourquoi? Parce que une personne ou des personnes ont décidé de la prendre en otage. Voilà pourquoi nous pensons
qu'il est souhaitable que cette histoire de on me destitue, je vais avoir ma réhabilitation devant le cours des tribunaux doit prendre fin. Pourquoi? Parce que la destitution, c'est l'acte qui rompt le climat de confiance. Il y a Venant Ngobila qui part également en justice pour déposer plainte. Comment expliquer ça? Comme l'a dit mon estimé frère Tony, c'est un droit d'aller en justice. C'est vraiment un droit qui, du reste, est constitutionnel et même tous les instruments internationaux et internationaux les garantissent. Mais lorsque vous allez en justice, il faille respecter la procédure et il faille avoir de quoi prouver vos faits et vos allégations. Très bien. Alors, M. Ngobila dit qu'il a été victime de imputations dommageables. Nous avons tous lu la correspondance qui formait, et qui faisait quand même beaucoup d'allégations, personnel fictif et tout ce qui vient avec. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, au vu de ces éléments-là, M. Godefroid devait se préparer à donner des réponses parce que il faut le rappeler encore qu'en son temps, il s'est fait là une personne ou un député en a subi les effets. Très bien. Cite le général Mkebaï, il s'est vu être levé des immunités parce que quelqu'un avait été en justice contre lui. Très bien. Donc nous pensons que l'Assemblée provinciale va également lever les immunités de M. Godefroid pour que ces derniers puissent répondre de ces faits. Et s'il a raison, bien évidemment, il sera lavé. Mais s'il n'a pas raison, il doit suivre la rigueur de la loi. Tony, finalement, de la loi. Très bien, c'est un spectacle désolant. Comment il faut le dire, hein, ça frise même la puérilité. Parce que bon, il faut dire qu'il y a eu des invectives, des insultes de part et d'autre. Il faut dire que bon, on ne comprend pas le silence du chef de l'État. Vous soutenez les actions du chef de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que ça ternit également l'image du chef de l'État qui passe pour... Je ne peux pas dire qu'il est ami à Ngobila, mais les gens comprennent qu'il y a eu des affinités entre le chef de l'État et le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Et il le laisse faire. Hein? Non, c'est-à-dire que les gens doivent comprendre que le pays ne peut pas être dirigé comme ça. Là, nous tous nous sommes contre. Mais dire que les gens disent que le chef de l'État est un ami à Ngobila ou il a des affinités avec Ngobila. Ça, c'est le citoyen lambda qui observe ça. Il a Hein, des je veux affinités dire. avec tout le monde. Oui. Le chef de l'État, c'est le père de toute la nation. C'est le père de tout le monde. Et le père de Fayoulou. C'est le père de tout le monde. Avoir des affinités, c'est quand même différent. Avant, Parler tout le monde. nous Ouais. disons, mais quand les gens disent ça, il faut prouver. Mais il y a eu un conflit qui a été à Bukavu. C'est pourquoi nous insistons, tous ces systèmes-là, de vote des députés provinciaux, suffrage universel, suffrage indirect, ça doit cesser. Ça doit cesser. Ce sont des vœux. Nous, on parle de, Oui, ça doit cesser. statut du chef de l'État, tant que garant des bonnes fonctions des institutions. Il faut dire quand même. Le chef de l'État laisse un peu le temps aux députés. Nous sommes pratiquement à la fin du mandat quand même. Oui. À l'Assemblée provinciale, de faire son travail. Parce qu'en réalité, c'est quoi? L'Assemblée provinciale doit faire son travail. Si l'Assemblée, le chef de l'État constate que non, cette crise-là est encore persistante, c'est à ce moment-là que le chef de l'État peut agir. Parce que vous avez même suivi le chef de l'État agir au niveau du Congo central. Au Congo central, il y avait aussi une crise qui était installée entre le gouverneur sortant qui... Vwemba, Jean-Claude. Non, Vwemba, non, pas Vwemba. L'autre là, Atoumatoumada. Il y avait aussi une crise, mais le chef de l'État avait... C'est empressé d'agir. Pourquoi il ne fait pas pour Ngobila? Le chef n'agit pas comme ça. Peut-être qu'il est déjà en train d'agir. Peut-être qu'il est déjà en train d'agir. Le chef n'agit pas comme toute autre personne, non. Ce qui est bizarre, c'est-à-dire son vice-gouverneur Gérard Molumba entre également dans les jeux, lui également il titille son titulaire, et l'autre qui réagit, ils font des points de presse. Bref, c'est vraiment comme je l'ai dit au départ, un spectacle qui n'honore pas finalement la ville de Kinshasa. Nous ne sommes pas d'accord pour ça parce que ça ne profite pas à la ville. Dans l'autre temps, c'est qu'il Kinshasa vit dans une sorte de... Voilà, qui en pâtit. Les fonds qui vont sortir au niveau des banques ici à Kinshasa. Oui. Mais ces fonds-là ne seront pas suivis. Ça profite à des personnes. Ça sera dans les actifs du chef de l'État. Ça ne profite pas. Ça sera dans le compte du chef de l'État finalement. Très bien. Alors on parle de la CENI qui a clôturé, Jonathan, il a clôturé quand même, quoi ça, je veux dire, la réception des candidatures. Il faut quand même dire qu'il n'y a pas eu assez d'engouement dans le dépôt de candidature, il n'y a pas eu assez de candidatures. Nous sommes à 20 000 candidatures pour la députation nationale, pour l'ensemble de millions de Congolais. Est-ce que vous ne pensez pas que, les jeunes ne veulent pas le sondel à avoir, c'est-à-dire le nombre de candidatures déposées à la CENI? Déjà, il faut dire que ces élections ne sont en réalité que la constatation de plusieurs choix et distributions de sièges déjà donnés à l'avance à ceux qui estiment être de l'union sacrée. Pourquoi nous les disons? Parce que ces élections inaugurent ni d'un avenir meilleur pour les Congo et même pas d'une
d'une législature beaucoup plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, tous ces chômeurs qui ont des crédits en banque en Europe se sont fait candidats sur Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les élus de Kinshasa, les élus du Congo sont mieux traités et qu'à 5 ans, ils peuvent facilement payer leurs dettes. Mais lorsqu'on parle de l'organisation même, déjà, les personnes qui organisent ces processus sont elles-mêmes sujets à contestation. Ce qui fait que la fiabilisation et même la confiance n'agit pas. Lorsque la confiance n'agit pas, il y a effectivement ces climats de réticence que l'on observe. Déjà, lorsqu'on vous dit qu'effectivement, nous allons vous aider à avoir les cartes d'électeurs, mais lorsqu'on arrive à avoir les cartes d'électeurs, on voit les cartes d'électeurs avec les qualités que nous connaissons. On vous dit après que nous allons donner les duplicata. On donne les duplicata quand même. Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'on donne les duplicata? C'est lorsqu'une personne perd sa carte. On a perdu sa carte. Mais moi, j'ai pas perdu ma carte. Ma carte qui en principe doit avoir une QR code, mais on va me donner un duplicata. En réalité, on sent qu'on a été amateur. On sent qu'on a été incapable de faire mieux et correctement les choses. Et même ceux qui sont dans la boîte de la CENI, qui jadis devaient, en respectant les textes qui régentent la République, venir de différentes composantes. Mais lorsque l'on examine la composante opposition, aujourd'hui, de manière beaucoup plus courageuse, est-ce que quelqu'un de la CENI peut nous dire qui a signé le PV, qui envoie à la CENI M. Manara? Qui a signé le PV, qui envoie à la CENI M. Matembo? Qui a signé le PV, qui envoie à la CENI M. Ditou? Lorsque l'on répondra à toutes ces questions-là, on va se rendre compte qu'en réalité, nous vivons sous les coups de l'imposition. Nous vivons sous les coups des dictats. Mais lorsqu'on parle même des candidats, le profil des candidats présentés aujourd'hui, je peux les dire, pour rares de partis de l'opposition qui ont accepté, ils ont quand même envoyé des gens qui peuvent avoir des aptitudes en même de permettre à cette législation d'être efficace. Voilà, on profite. On a envoyé des gens qui n'ont ni expérience ni qualité pour être candidat. Vous n'avez pas déposé vos candidatures quand même, parce que bon, ça c'est votre chef de file qui l'a dit. Je ne pense pas que tu l'as fait. Notre chef n'a pas dit que nous n'allons pas déposer. Il a simplement dit que nous suspendons le dépôt de nos candidatures. Non, vous avez déjà loupé l'occasion des dépôts de candidature pour les députés nationaux. Là, c'est vous qui affirmez que nous avons loupé. En venant vers vous, à 17h, j'étais au BRTC Lukunga. J'ai vu des gens déposer des candidatures. Et vous, particulièrement, vous avez déposé la candidature? Parce qu'on entend dire que non, il y a certains sociétaires de l'avocat qui déposent leur candidature de manière furtive. Mais je vais quand même vous dire une chose. Le chef n'a pas dit que cette décision-là s'imposait à tout le monde. Il a précisé que ceux de ma famille politique, notamment les partis engagement citoyen pour le décider. Le directoire national a décidé de suspendre. Pour la plateforme politique, la MOUCA, le président Kalele également a dit que nous pensons ne pas déposer. Mais il y a des partis sociétaires dans la MOUCA. Le cadre de la MOUCA quand même, Jonathan. Tu as posé une question précise. As-tu déposé ta candidature, toi? Je vous dis des choses à l'intérieur. Je sais que je maîtrise et ce que je connais. Je ne peux pas me proclamer candidat aussi longtemps que le peuple ne souhaite pas que je puisse l'être. Donc aujourd'hui, je peux vous dire déjà qu'avec le peuple, nous échangeons. Nous parlons sur les motivations ou les possibilités de faisabilité qui peuvent conduire ou pas à notre candidature. Nous ne pouvons candidater. Vous n'êtes pas clair finalement par rapport à ça. Jonathan, vous n'êtes pas clair par rapport. On nous a posé une question précise. Non. As-tu déposé ta candidature? Comme scientifique, il met un. Et pourquoi on vous pose cette question? C'est parce qu'il y a des ceux qui le font en cachette. C'est ça en fait la question. Alors que vous avez eu, ne soit dit un briefing de votre chef de file qui a refusé cela. J'ai l'habitude d'être beaucoup plus courageux tant dans mes engagements que dans mes décisions. Parce que je prends des décisions, je m'assume. Je vous dis ici que la décision de candidater, à ce jour où nous parlons, les partis politiques PAC, dont je suis le président national, n'a pas encore levé l'option. Mais peut-être dans les jours à venir ou les jours à venir, très bien. Mais pour le moment, nous échangeons. On peut déposer sa candidature le même jour, dans ça aussi, ça c'est vrai. Là, nous explique. Je vais être clair là-dessus. Comment les candidatures on a chuté le 20, mais on vous dit qu'on publiera la liste définitive au mois de septembre. Réfléchissons un peu. Donc 2 mois en train de travailler sur la liste. On comprend immédiatement que pendant ces 2 mois, les gens peuvent candidater. Non, vous n'êtes pas précis dans ce que vous dites. Votre position n'est pas précise. Alors, vos partisans sont en train d'être embrouillés par rapport à vos positions, il faut le dire. Alors, vous avez quand même, bon, sûrement, parce que c'était les chefs de l'État, vous avez sûrement déposé vos candidatures. Oui,
Cet engouement qui a manqué dans vos bureaux, est-ce que vous ne pensez pas que cela traduit déjà un échec cuisant? C'est-à-dire que, bon, même si vous allez rafler, comme vous le dites, haut la main, mais ça sera un faible pourcentage. On risque d'avoir un chef de l'État avec 10% de voix, je veux dire, de population qui l'a voté. Avant de répondre à votre question, je voulais un peu rencontrer par rapport à ce que mon co-débatteur a venu de dire, qu'il y a déjà des sièges qui sont déjà en train d'être négociés. C'est pourquoi, au niveau de la MOUCA, on estime qu'il ne faut pas déposer les dossiers. J'ai dit faux. Quitte à lui, il est en train d'alléguer quelque chose qui ne sera pas en mesure de prouver. Il ne sera pas en mesure de prouver ce qu'il est en train de dire. Quel siège qui a été négocié? Nous sommes dans une période électorale. La CENI qui est indépendante, il est en train d'organiser il y a un fichier. La CENI organise les élections. On voulait d'aller déposer les dossiers. Un fichier que vous refusez d'auditer, quand même par des experts, il faut quand même dire. Le fichier a été audité. Par les amis, comme on dit, les amis de Kadima et consorts. Voilà. Toutes les CENI qui sont passées ici, il y a eu toujours des contestations. Vous pensez que même si on enlève Denis Kadima, on met une autre personne, quelque chose de la MOUCA ou de l'Union sacrée, il n'y aura pas de contestation. Il y aura toujours. Parce qu'il n'y a pas de clarté, toujours dans l'opacité que vous travaillez. Il y aura toujours des contestations. Mais qu'est-ce que nous disons? Je me répète encore, lorsque j'avais dit tantôt là, qu'il n'y a pas une œuvre humaine, il n'y a pas une œuvre parfaite humaine. L'œuvre humaine a toujours des imperfections. C'est quand même des principes déjà, par rapport à l'agir. Déjà, non, laissez-moi comme c'est le journaliste. Oui. Je suis en train d'aller vers mon idée. Oui. C'est-à-dire que pour nous devons donner la chance à la CENI de faire le travail. Tant pis pour les gens qui n'ont pas déposé leur candidature. Déjà, vous-même, vous êtes là, vous êtes en train de comprendre que certains membres de la MOUCA sont en train de déposer leur dossier clandestinement. Moi, je connais, je ne cite pas les noms des gens ici. Ils sont en train de déposer leur dossier. Parce que si vous voulez, vous croyez faire un combat, on ne fait pas un combat dehors. On doit être à l'intérieur. La politique de la chaise vide qui ne paye pas. Oui. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas interdit. En fait, ce n'est pas bon. Si vous... J'en profite pour féliciter le député national Adon Boumas, qui avait dit clairement, mais monsieur le journaliste, même dans la MOUCA, vous ne voyez pas que dans la MOUCA là, il y a maintenant un problème. Il y a certains qui ont déposé au vu aussi de tous leurs dossiers. Je donne l'exemple de notre grand frère, l'ex-premier ministre Adolphe Mouzito. Il a déposé son dossier. Les candidatures ont déposé. L'engouement au niveau de la CENI, peut-être vous n'avez pas eu le temps de passer dans des bureaux de BRTC. Il y a eu engouement. Les gens ont déposé. Non, mais ça a été décrié quand même par le président de la CENI, il n'y en avait pas. Alors, on pose une question par rapport à l'établissement des listes des candidatures. On voit, par exemple, le candidat avec la suppléance, il met sa fille, il met son fils, en fait, c'est devenu légion. On a quand même dire que même les agents de la CENI ont leur candidat. C'est-à-dire que, membres de famille et consorts, est-ce que vous ne pensez pas que déjà vous biaisez? Je veux dire, je ne veux même pas utiliser le terme biaisé, vous êtes en train de désacraliser finalement cette fonction de député. J'aimerais que tu répondes d'abord par rapport à ça. C'est important. Mais c'est triste parce que ce sont les mêmes mous et les mêmes tares qui ont longtemps caractérisé notre vie politique, où on voyait les familles entières gérer la nation, avec père comme député national, fils comme député provincial et maman sénatrice. Donc ces phénomènes-là vont encore perdurer. Voilà pourquoi je pense qu'en réalité, nous n'avons pas appris de nos erreurs. La nation congolaise ou la classe politique congolaise n'a pas appris de ses erreurs. Il faut que le peuple nous enseigne maintenant. Et à ces peuples-là de décider au 23 décembre. Parce qu'aujourd'hui, si on doit ramener encore des familles, c'est-à-dire que nous allons hypothéquer nos destins pendant 5 ans entre les mains de 500 familles. Très bien. Ils vont nous gérer dans toutes les institutions. Très bien. C'est la même question. C'est-à-dire que ça devient une sorte de royaume qui doit s'installer. Ça va du père en fils. C'est comme le deuxième régime. Aujourd'hui, on voit les fils de dinosaures du deuxième régime gérer, et leurs enfants déjà, et leurs petits-enfants déjà. Donc nous sommes en train finalement de rendre la course inutile quand même pour cette démocratie. Moi, à mon humble avis, je n'ai pas suivi une candidature ou la candidature d'une personne qui vient avec son fils ou sa fille. Non.
Moi, les histoires des réseaux sociaux, c'est pas des réseaux sociaux quand même. C'est des faits avérés, Tony, c'est des faits avérés. On ne cite pas les noms des gens, mais c'est des faits avérés et qui sont vrais. Bon, si c'est comme ça, là vraiment je suis contre ça parce que c'est pas normal. C'est pas normal, nous sommes dans un état où on ne peut pas acclamer tout ce qui n'est pas bon. Très bien. Donc, alors, on a 30 secondes. Je crois que non, je dois revenir par rapport à là. Mon co-débatteur dit que le peuple doit sanctionner le 23 décembre. Mais il va les sanctionner. Le peuple va sanctionner comment? Si mon aîné, le président de la Mouka, n'impose pas sa candidature. Mais le peuple doit sanctionner, mais la Mouka doit mettre aussi les candidats, doit aligner les candidats. Mais pour le moment, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'on a déjà clôturé finalement avec les candidatures. Donc, Jonathan, oui, vous avez certes mené une lutte, il faut dire, on te reconnaît par tes prises de position. Si jamais le chef de l'État remplit son deuxième mandat, vous allez activer, vous avez dit, l'article 64. En faisant quoi? En bloquant quoi, par exemple? C'est pratiquement une impossibilité de fait de devoir être réélu. Au cas où, parce qu'il y aura élection, selon la CENI. Okay? Je ne vois pas un citoyen Antoine gagner devant ma tête à pognon. Je ne vois pas un citoyen Antoine gagner. Au cas où il gagne, l'article 64 va faire quoi? Vous allez faire quoi pratiquement? J'arrive. Parce qu'on a fini. Hein? J'arrive, laissez-moi aller vite. En 30 secondes, je peux. Oui. Donc, au vu de toutes ces intelligences qui vont candidater, notamment à la magistrature suprême, je ne le vois pas être en mesure de les battre. Et même si on enlevait ces candidatures-là pour mettre de mort, je ne le vois pas gagner un mort. Le mort, au moins, un parcours sur terre. Vous allez activer l'article 64. L'article 64. Oui. L'article 64 viendra pour effectivement demander au peuple de se prendre en charge. Ça veut dire un soulèvement, vous attendez quoi? Un soulèvement populaire, par exemple? Une insurrection, vous entendez? Non, nous pouvons peut-être aller vers un soulèvement intellectuel, où les peuples auront conscience de leur avenir et ils vont agir pour leur avenir. J'ai aimé ce que vous avez dit, un soulèvement intellectuel. Le peuple devait... Je ne sais pas si j'ai compris de la même manière que les autres. L'opinion a également compris. compris. Donc nous allons vers... Vous parlez de la prise de conscience d'un peuple. Nous irons vers ce soulèvement intellectuel qui permettra au peuple de bien évidemment défendre sa destinée, de bien évidemment défendre son avenir. Voilà, il y a l'article 64 va vous coincer. On a fini, vous avez 30 secondes. 64, vous n'avez pas peur finalement de cet article qui... l'article 64, dans ces conditions ici, ne concerne pas les RCK, et surtout que les élections qui s'approchent déjà. Nous souhaitons la bonne chance à tous les candidats qui ont déposé le dossier. Je regrette beaucoup, mon ami n'a pas pu déposer sa candidature. Très bien. Pour moi, l'article 64 viendra faire quoi? Merci beaucoup. Faire quoi au moment où le pays est en train d'être dirigé, il y aura élection, on va faire les élections. Merci. En toute transparence, la CENI, c'est une institution indépendante. Laissons la CENI faire son travail. Tony Moussola, vous êtes cadre au sein du groupe RCK, Réveil de la conscience de Kama. Votre guide suprême, c'est le révérend Samuel Massambokili. Merci d'être venu. Merci. Jonathan Ngwele, vous êtes cadre de la Mouka, mais également président de PAC pour l'amour du Congo. Vous êtes dans la résistance. Maître avocat, merci d'être venu. Merci également à vous pour l'invitation. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi à 22h30. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal Kina.